On a identifié un certain nombre de marques du vieillissement de nos cellules et qu'on arrive à suivre. Certaines de ces marques, en tout cas, on les retrouve associées à la majorité de pathologies qui sont liées à l'âge, qu'on connaît tous bien, voilà, le diabète, l'ostéoporose, l'arthrose, les maladies neurodégénératives, les maladies cardiovasculaires. Donc, comme si finalement, il y avait un dénominateur commun à toutes ces maladies qui était le vieillissement de nos cellules. Et donc, si c'est le cas, ça veut dire que c'est ça, finalement, la maladie qu'il faut traiter et qui est au cœur de toutes ces pathologies qui ne sont finalement que les conséquences. Le podcast Humain demain. Bonjour à tous chers abonnés, ici Gaëtan de The Flares et on se retrouve pour la série de podcasts Humain demain en collaboration avec l'AFT, l'Association française transhumaniste. À travers cette série, notre but est d'explorer l'avenir technologique de l'humain. Pour chaque épisode, je vais recevoir des chercheurs, scientifiques, philosophes, politiciens ou encore artistes, ainsi qu'un membre de l'AFT ou un de leurs collaborateurs en tant que co-animateur. Dans cet épisode, nous allons parler de la reprogrammation cellulaire et autres thérapies visant à placer le vieillissement sous contrôle médical. Notre invité, Jean-Marc Lemaître, est directeur de recherche spécialisé sur la reprogrammation cellulaire et je vais laisser Didier Kernel, vice-président de l'AFT et cofondateur de Health, l'introduire plus en détail. Jean-Marc Lemaître, qui vit à Montpellier, est directeur de recherche à l'INSERM. Il y a déjà plus de 10 ans, réalisé avec son équipe l'exploit de rajeunir des cellules de centenaires. Jean-Marc Lemaître est notamment l'auteur du livre « Guérir de la vieillesse » qui vient de sortir et qui est préfacé par le philosophe et ancien ministre Luc Ferry. Nous allons principalement aborder les thèmes de cet ouvrage et nous allons également parler de toutes les pistes relatives à la lutte contre le vieillissement. Ce podcast est disponible en vidéo sur YouTube ou alors vous pouvez le télécharger directement sur votre téléphone pour pouvoir l'écouter n'importe où. Il suffit de chercher The Flares sur votre appli de podcast préféré. Profitez-en pour vous abonner afin de ne pas manquer les prochains podcasts ou encore de nous donner une revue. C'est une façon simple et rapide de nous donner un véritable coup de pouce. Nous enregistrons la plupart de nos podcasts avec la plateforme Riverside. Elle permet d'enregistrer localement le flux audio et vidéo en HD jusqu'à 4K, ce qui permet une qualité optimale même si la connexion Internet est instable. Si vous êtes podcasteur ou souhaitez vous lancer, je vous le recommande chaudement. Cliquez sur le lien dans la description pour commencer une période d'essai. C'est un lien affilié, donc ça nous aide également. On vous souhaite une bonne écoute. C'est parti. Merci Jean-Marc d'avoir accepté notre invitation. Je vais vous poser la première question. Comment en êtes-vous arrivé à vous intéresser à la biologie du vieillissement et les moyens pour tenter de guérir la vieillesse, qui est le titre de votre livre? Ça date déjà de quelques années parce que je me suis intéressé au vieillissement en montant mon équipe de recherche en 2006, équipe INSERM, sur un programme à venir INSERM. J'ai travaillé les 15 années précédentes sur le développement embryonnaire. Et j'ai appris comment fonctionnait le développement embryonnaire, c'est-à-dire qu'en gros, et surtout comment se mettaient en place les différentes identités des cellules. C'est-à-dire qu'à partir d'un seul génome, eh bien, on arrive à fabriquer 220 types cellulaires différents. Et ça, grâce à un processus de développement, une programmation qui se met en place au cours du développement. Et finalement, je me suis rendu compte un peu par la suite que ce processus de mise en place d'un programme, eh bien, pouvait petit à petit se déprogrammer. Et je me suis dit que on pouvait programmer, on peut déprogrammer au cours du vieillissement. Eh bien, peut-être qu'on pouvait reprogrammer finalement pour essayer de contrecarrer le vieillissement. C'est là que, en gros, je dirais, mon travail de recherche sur le vieillissement a commencé. D'accord. On reviendra certainement sur le fond de vos recherches, notamment la reprogrammation cellulaire. Donc, vous avez récemment sorti un livre qui s'intitule, comme je l'ai dit, Guérir la vieillesse. Quelle est la raison de ce titre? Parce que ça signifie peut-être que vous considérez la vieillesse comme une maladie, ce qui est, je dirais, peut-être un peu controversé. Je ne sais pas comment vos collègues réagissent à cette position ou si c'est juste un titre un peu... En fait, si j'ai mis ce titre, c'était vraiment parce que c'est ce que je pense maintenant des recherches qui se font un petit peu partout sur la planète et puis des recherches qu'on mène au niveau du laboratoire aussi. C'est-à-dire qu'il y a un consensus
en fait, maintenant, dans la communauté scientifique qui s'intéresse au vieillissement, depuis en gros une dizaine d'années, on a identifié un certain nombre de marques du vieillissement de nos cellules et qu'on arrive à suivre. Et ces marques, et certaines de ces marques en tout cas, on les retrouve associées à la majorité de pathologies qui sont liées à l'âge, qu'on connaît tous bien, voilà, le diabète, l'ostéoporose, l'arthrose, les maladies neurodégénératives, les maladies cardiovasculaires. Donc, comme si finalement, il y avait un dénominateur commun à toutes ces maladies qui était le vieillissement de nos cellules. Et donc, si c'est le cas, ça veut dire que c'est ça finalement la maladie qu'il faut traiter et qui est au cœur de toutes ces pathologies qui ne sont finalement que les conséquences. Le philosophe et ancien ministre Luc Ferry a fait abondamment et a raison votre éloge. Il a également écrit un livre en 2016 qui s'appelait La Révolution transhumaniste et il promeut des investissements renforcés pour la recherche en France et je suppose en Europe. Imaginons dans un monde idéal que Luc Ferry ou vous soyez ministre de la politique scientifique. Quelles seraient vos premières propositions budgétaires, mais aussi vos premières recherches, vos recherches les plus prioritaires? Alors aujourd'hui en France, et en Europe, on a une médecine de spécialité qui est très, très, très bonne, qui est excellente même, et qui, bien sûr, doit être poursuivie, renforcée. Souvent, c'est parce que les gens sont malades et qu'il faut bien sûr les soigner. Mais ces médecines de spécialité traitent les maladies, et notamment les maladies liées à l'âge, les unes à côté des autres, et les unes parfois après les autres quand elles arrivent successivement dans la vie. Si effectivement on voulait avoir quelque chose d'un peu plus rationnel face au traitement de la vieillesse et des maladies liées à l'âge, il faudrait effectivement prendre en compte le fait de mettre en place des financements qui seraient dédiés à une nouvelle médecine que je pourrais appeler la médecine de la longévité, qui serait une sorte de médecine gériatrie 2.0, je dirais, qui serait basée sur une médecine moléculaire, une médecine de précision, où l'objectif serait de traiter les cellules vieillissantes, les cellules sénescentes. Et on sait qu'il y a déjà des initiatives aux États-Unis, notamment, et je connais pas mal de collègues qui partagent cette vision que j'ai de la vieillesse comme une maladie et qu'il va falloir la traiter. Pour poursuivre sur à propos de la recherche publique, alors bon, il y a récemment la société Altos Lab. Alors c'est pas une société publique, ça a été fondé apparemment par Jeff Bezos. En tout cas, il a investi beaucoup d'argent dedans, à peu près $1,5 milliard d'après ce que j'ai entendu. Elle engage des chercheurs aux États-Unis, Cambridge, au Japon. Est-ce que vous pourrez imaginer quelque chose comme ça en Union européenne, peut-être quelque chose qui serait public ou alors même privé? Alors, ce serait un rêve pour le chercheur que je suis, bien sûr. Oui, vous avez raison. L'initiative de Jeff Bezos est particulièrement intéressante parce que finalement, il va financer les laboratoires qui travaillent sur la reprogrammation cellulaire, qui est ce que nous faisons dans mon équipe. Mais il va financer les laboratoires comme une sorte de gros laboratoire, je dirais, virtuel, mais qui agrège toutes les compétences et pour faire avancer la recherche dans ce domaine rapidement. Et c'est probablement ce qu'il faut faire, parce que chacun a sa spécialité. Par exemple, Manuel Serrano travaille sur la reprogrammation, Giuseppe Belmonte travaille sur la reprogrammation. Par contre, d'autres personnes vont travailler sur des choses qui sont un peu parallèles, mais qui vont servir à mettre en place ces stratégies, notamment Madame Doudna, le professeur Doudna, qui a eu le prix Nobel sur CRISPR-Cas9 et qui probablement aura une implication importante dans justement la mise en place de ces stratégies qui vont permettre peut-être un jour de reprogrammer
nos cellules pour les rajeunir et donc prévenir l'apparition du vieillissement. Donc, c'est une initiative que je trouve particulièrement intéressante. Bien sûr que si elle pouvait se mettre en place en France et éventuellement en Europe, ce serait un bonheur pour tous les chercheurs qui travaillent dans le domaine. Et peut-être aussi pour les personnes qui vieillissent malheureusement et pour qui la vieillesse n'est pas forcément la meilleure partie de leur vie. À propos de Madame Lubna, pardon, je la voyais récemment dans un podcast et elle était vraiment assez optimiste. Elle exprimait que, selon elle, les technologies de type CRISPR pourraient, dans un avenir pas tellement lointain, mettre fin aux maladies en général. Donc, elle ne parlait pas des maladies de vieillissement, mais voilà. À propos des avantages et des inconvénients d'investissement public européen, au rang des avantages dans notre petit continent et particulièrement en France, il devrait normalement y avoir tout ce qui est partage de données massives, comme on dit en français, de big data de santé. Vous connaissez certainement le Health Data Hub et très probablement l'espace de santé européen. Est-ce que vous avez déjà, en tant que chercheur, pu avoir accès à des données de santé grâce au Health Data Hub? Pour les auditeurs de ce podcast, le Health Data Hub, comme son nom ne l'indique pas, c'est un organisme français. C'est l'organisme public qui est chargé de mettre à disposition des données massives de santé anonymisées ou pseudonymisées qui proviennent d'hôpitaux, de la sécurité sociale, etc. Voilà, donc, mais malheureusement, il y a eu beaucoup de blocages, notamment pour des questions on va dire, privacy, de respect de la vie privée, d'investissement qui se faisait via des sociétés, enfin plutôt de stockage de données qui ne se faisait pas, qui se faisait avec des sociétés américaines. Mais est-ce que vous, donc, vous avez déjà pu accéder à des données grâce au Health Data Hub? Est-ce que vous avez déjà fait des demandes? Non, en fait, non, j'en ai pas encore fait. Non, pour l'instant, on a été sur des programmes de recherche qui étaient sur des programmes avec bien sûr des données humaines, mais souvent des données qu'on était en mesure de produire dans le laboratoire et qu'on comparait des données sur des modèles précliniques de souris, par exemple, mais on n'a pas été amené à accéder ou à demander accès à ces données. Alors, je sais que sur Montpellier, il y a un institut, INSERM, dont c'est l'objet, qui travaille avec tout un ensemble de données de santé, justement, pour essayer de faire du data mining, pour essayer de trouver des nouvelles pistes et des nouvelles cibles pour la recherche. On va entrer un peu en détail sur justement l'aspect scientifique. Donc, par exemple, pour quelqu'un qui n'y connaît absolument rien, pour contrer le vieillissement, qu'est-ce qui est le plus probable? Qu'est-ce qu'on risque de voir arriver? Est-ce que ce sera ralentir le vieillissement, complètement le stopper, ou alors tenter de rajeunir l'organisme? Alors, il y a plusieurs questions dans votre question. La première, c'est que, alors, comme je vous le disais tout à l'heure, il y a un consensus des gens qui travaillent sur le vieillissement et on a identifié un certain nombre de marques qu'on suit au niveau de nos cellules. Tout d'abord, ce qu'on sait, c'est que sans intervention particulière, médicamenteuse ou autre, ou thérapie, il y a déjà un certain nombre de pratiques qu'on peut mener et qui, maintenant on le sait au niveau scientifique, puisqu'on a pu justement suivre ces marques du vieillissement dans des situations, par exemple, d'exercice physique ou, par exemple, d'alimentation. Et ça, typiquement, c'est ces deux interventions qu'on peut mener très tôt dans la vie et même très tard dans la vie, et donc qui ont réellement un vrai bénéfice sur la santé, sur la physiologie de l'individu d'une façon générale. Alors, pour l'alimentation, par exemple, on sait que la restriction calorique a fait ses preuves aussi bien sur des petits modèles animaux que sur des primates. Et on sait que dans le monde, il y a un certain nombre de zones qu'on appelle les zones bleues, qui sont des régions où il y a un nombre de centenaires beaucoup plus important que dans la population générale et même du pays et autour de ces zones. Et à chaque fois, on sait qu'il y a effectivement ce genre de pratiques, d'activité physique, d'alimentation particulière. On connaît la fameuse île d'Okinawa,
où justement les personnes quittent la table avant satiété. Et donc, ce qui fait qu'on a estimé qu'il y avait à peu près, ils étaient une restriction calorique de 30% à peu près sur la journée. Mais il y a d'autres pratiques qui sont aussi intéressantes, comme le jeûne intermittent, où on va dans une journée soit sauter un repas, enfin en tout cas rester entre 12 et 16 heures sans manger. Et à nouveau, sur tous ces modèles, et même jusqu'à l'homme, ça a fait ses preuves. Et surtout, on peut suivre les effets physiologiques au niveau de nos cellules. Parce que finalement, et c'est sur ça que je travaille depuis que je me suis intéressé au vieillissement. Si nous vieillissons, c'est parce que nos cellules vieillissent et c'est ça qu'il faut traiter. À côté de ça, sur ces marques de vieillissement, on sait qu'aujourd'hui, pour 2 de ces marques sur lesquelles on intervient directement, c'est-à-dire la sénescence cellulaire, et je pourrais vous en reparler un petit peu, et puis la déprogrammation dont nous avons parlé, la déprogrammation de nos cellules, de notre génome, de l'expression de nos gènes. Eh bien, sur ces 2 marques, lorsqu'on les cible et qu'on les contrecarre, eh bien, sur des modèles animaux, on sait que, en gros, les animaux vont vivre 30% de plus en bonne santé et n'auront pas ces pathologies liées à l'âge qui apparaissent. À nouveau, ces marques étant des dénominateurs communs, à l'ensemble de ces pathologies, eh bien, on prévient l'apparition de ces maladies liées à l'âge. Et donc, c'est ce que je parle ce dont je parle dans mon livre, c'est de cibler ces 2 marques-là, parce qu'aujourd'hui, cibler la sénescence, c'est déjà en cours avec des petites molécules sénolytiques. Et la reprogrammation, vous l'avez dit, Jeff Bezos met 3 milliards de dollars pour faire avancer cette technologie et probablement passer chez l'homme. Donc, typiquement, ces marques, c'est ce que je pense continuer dans mon équipe et essayer de mettre en place. C'est extrêmement intéressant tout ce qui concerne ces aspects-là et particulièrement les aspects reprogrammation cellulaire. Est-ce on n'a pas parlé encore du tout de quelles sont les maladies par lesquelles nous vieillissons. Je pense qu'il y a 3 grandes catégories, cardiovasculaires, cancer et les maladies neurodégénératives. Et pour les maladies neurodégénératives, en fait, on progresse assez peu. Et jusqu'ici, je n'ai pas entendu tellement, mais peut-être que j'ai manqué des choses à propos des maladies neurodégénératives et des possibilités concernant les neurones et les autres cellules qui sont dans notre cerveau. En ce qui concerne ces aspects-là, maladies neurodégénératives et donc particulièrement Alzheimer et tous les aspects, on va dire, reprogrammation et amélioration cellulaire, est-ce qu'il y a des pistes? Quand on parle de sénescence cellulaire, en fait, si je dois faire un résumé de ce qui se passe dans nos tissus avec l'âge, eh bien, on s'aperçoit que nos cellules, tout au long de leur vie, finalement, elles stressent. Elles sont soumises à des environnements stressants. En plus, elles doivent se diviser, elles doivent répliquer leur ADN, leur génome, et même ça, c'est un stress. Produire de l'énergie pour sa physiologie, c'en est un autre qui va créer des radicaux oxydants, etc., et qui va endommager nos cellules. Donc ça, c'est un peu la base, c'est que nos cellules, tout au long de leur vie stress, elles vont être endommagées, il va falloir les réparer. Et alors, elles ont des mécanismes pour se réparer. Malheureusement, tous les endommagements ne sont pas réparables. Et donc, la cellule va faire des choix. Alors, soit les endommagements sont trop importants, elle va s'autodétruire. Hein, c'est la mort cellulaire programmée, un mécanisme que la cellule peut mettre en place facilement. Soit elle va se réparer, mais au passage, quand elle se répare, eh bien, on s'aperçoit qu'il reste des traces de cette réparation et souvent, on a certaines modifications de l'organisation de notre génome, de la régulation des gènes. La cellule va quand même continuer à fonctionner, mais elle fonctionnera un peu moins bien. Elle se déprogramme et donc elle vieillit. Donc ça, c'est un type de cellule qui va être présent dans nos tissus avec l'âge, nos cellules qui se déprogramment. Et puis, quand la cellule fait un autre choix et qu'elle a décidé d'arrêter le cycle cellulaire, c'est-à-dire de ne plus se diviser, ne pas se détruire, eh bien, elle va rentrer dans un état qu'on appelle la sénescence cellulaire. Alors, au départ, c'est un mécanisme positif parce que, eh bien, on arrête le cycle pour pas que la cellule parte vers une voie de cancérisation. Mais lorsqu'elle s'arrête, elle va se mettre à sécréter tout un ensemble de facteurs qui, au départ, vont être positifs, c'est-à-dire qu'elle va déclencher
la réparation, un mécanisme de réparation dans le tissu, parce que si la cellule est là, elle est endommagée, eh bien, il va falloir réparer. Donc ça, c'est un signal finalement de la sénescence pour lancer de la réparation. Et puis, à un moment, la cellule est sénescente, elle est bloquée, elle est endommagée, et donc il va falloir la supprimer. Donc la cellule sécrète aussi un ensemble de facteurs qui sont inflammatoires pour le tissu. Au-delà de désorganiser un peu le tissu pour faire que des cellules vont migrer, réparer, eh bien, elle va créer de l'inflammation. Et on sait que le vieillissement, c'est beaucoup d'inflammation. Mais ça va permettre au système immunitaire de repérer, c'est comme un signal, si vous voulez, l'inflammation, repérer ces cellules sénescentes et les supprimer. Mais avec l'âge, notre système immunitaire fonctionne beaucoup moins bien et il s'avère que bien, ces cellules vont s'accumuler dans les tissus. Et donc, on va avoir dans nos tissus, avec l'âge, ces deux types de cellules, déprogrammées et sénescentes. Et donc, c'est ces deux types de cellules qu'il faut cibler. Et c'est pour ça que mon laboratoire travaille sur ces deux axes. Alors, je disais que pour la sénescence, il y a déjà des choses qui sont faites. Oui, parce que le laboratoire de James Kirkland, Kirkland à la Mayo Clinic aux États-Unis, a identifié qu'effectivement, si on supprimait ces cellules sénescentes, les souris gagnent 30% de vie en bonne santé. Et ils ont même identifié des petites molécules qui permettent de détruire spécifiquement ces cellules sénescentes. Et puis, certaines de ces molécules sont en essai clinique déjà aux États-Unis. Peut-être si je peux me permettre, ma question, c'était plus particulièrement sur les maladies neurodégénératives, donc particulièrement la maladie d'Alzheimer, où justement le modèle souris est plutôt aussi moins bon. Parce que la souris est un cerveau moins développé que le nôtre. Mais voilà. Alors, si j'en suis venu à la sénescence, c'est parce qu'en fait, et à la reprogrammation, c'est parce qu'on peut cibler ces deux choses. Et sur Alzheimer, sur des modèles de souris qui sont des modèles d'Alzheimer, bien sûr, non seulement déjà sur des souris normales, on s'aperçoit que dans le tissu neural, on a des cellules sénescentes, qui se mettent en place et qu'on peut aussi les supprimer justement avec des petites molécules sénolytiques et que là, on va retarder l'apparition de ces pathologies et notamment neurodégénératives type Alzheimer parce que sur des souris, on a ces modèles. Et on s'aperçoit qu'on va avoir un vrai bénéfice sur ces pathologies-là aussi. Et puis à côté de ça, on a cette déprogrammation de nos cellules et on sait par exemple que lorsqu'on va et là, c'est une autre approche qui a été menée avec des modèles de souris. Lorsqu'on injecte, par exemple, à des souris âgées du plasma de souris jeunes, eh bien, on s'aperçoit que ces souris vont rajeunir. Et elles vont aussi décaler l'apparition de pathologies neurodégénératives type Alzheimer et sur ces modèles de souris aussi Alzheimer. Donc, et là, on pense que ça n'est pas forcément un impact sur ces plasmas juvéniles n'ont pas forcément un impact sur la sénescence elle-même, et peut-être elle pourrait avoir quelque chose à voir avec la reprogrammation, en tout cas le rajeunissement des tissus. Et à nouveau, sur cette marque-là, eh bien, on a un effet bénéfique sur les pathologies type de maladies neurodégénératives. Très bien. Et il y a aussi alors des animaux un peu célèbres comme ça qui semblent être atteints de sénescence négligeable, comme on dit, c'est-à-dire que leur probabilité de mourir de cause naturelle semble ne pas augmenter au fil du temps. Or, il me semble qu'il y a la méduse Turritopsis nutricula, le homard, il me semble, et peut-être même la tortue des Galapagos qui semble avoir ce trait caractéristique. Est-ce que ces organismes nous disent des choses intéressantes qui pourraient nous aider dans la recherche sur la longévité, ou alors ils sont trop différents par rapport aux humains? Alors non, c'est des modèles qui sont, pour le biologiste, c'est des modèles qui sont inspirants, je dirais, parce qu'effectivement, on peut dire, sans trop se tromper, que la nature a tout inventé. C'est la conséquence de l'évolution et la théorie de l'évolution de Darwin que finalement, eh bien, à force de mutation et de sélection, eh bien, il y a tout un ensemble de combinaisons de gènes, de variants de gènes et de programmes qui sont mis en place dans la nature avec finalement peut-être un objectif tout de même qui est
de se perpétuer et donc éventuellement de se reproduire avec un certain nombre de stratégies différentes, mais soit avec une fécondation, avec une fécondation classique, soit bien des stratégies différentes où finalement la régénération est la base et comme certains animaux, comme la méduse, vous en avez parlé, mais surtout, je pensais à la planaire et à l'hydre d'eau douce, qui sont des animaux qui sont quasi immortels parce qu'on peut les couper en plusieurs morceaux et qu'elles sont capables de régénérer complètement l'individu, même voire chez l'hydre de bourgeonner d'un nouvel individu. Alors les stratégies sont un petit peu différentes chez ces deux animaux. La première, la méduse, la planaire, elle a conservé, cet animal a conservé à l'âge adulte des cellules souches qui sont capables de régénérer l'ensemble du corps, qu'on appelle des cellules souches pluripotentes. C'est ces cellules finalement qu'on a, nous, humains, les mammifères en tout cas, pendant le développement embryonnaire, et ces cellules qui sont capables de fabriquer tous les types de tissus différents. Malheureusement, en ce qui nous concerne, avec le temps, au cours du développement, les cellules souches perdent cette capacité, elles deviennent multipotentes ou unipotentes, et chez l'individu adulte, elles vont réparer quelques tissus, faire quelques types cellulaires différents, mais ça n'est plus cette capacité-là. Et la planaire les a conservés. Alors imaginez, si on les avait conservés, on pourrait régénérer n'importe quelle partie de notre corps endommagée par la maladie, l'accident ou le vieillissement. Dans le cas de l'hydre, c'est un petit peu différent, c'est qu'elle a des cellules souches, elle a plusieurs types de cellules souches, mais qui prolifèrent et qui sont en prolifération, différenciation constante. En fait, l'hydre régénère en permanence l'individu et on n'arrive pas à identifier de signes de vieillissement de ses naissances. Alors, bien sûr, on s'intéresse aux mécanismes qu'on connaît aussi chez l'homme pour se dire qu'est-ce qui manque finalement pour qu'on ait cette capacité-là. Par exemple, chez l'hydre, je sais que les chercheurs qui travaillent dans ce domaine-là, avec ces modèles animaux, s'intéressent à l'autophagie, parce qu'on sait que c'est un mécanisme de nos cellules qui est capable lorsqu'il est stimulé, qui est capable de nettoyer un petit peu l'ensemble des composés qui sont altérés dans la cellule pour refaire finalement, à partir du vieux, refaire du jeune et donc permettre de rajeunir un peu la physiologie de nos cellules. Alors pourquoi chez cet animal, ce mécanisme qui est présent a quelque chose d'autre, quelque chose d'exceptionnel qui fait que peut-être le nettoyage, je dirais, de nos cellules, peut-être que les choses se font plus rapidement, plus régulièrement. Et donc, il y a sûrement tout un ensemble de mécanismes à identifier et à comparer avec ce qui existe chez nous, chez l'homme. Revenons un peu au travail d'autres chercheurs que vous. Nous avons déjà parlé d'Altos Labs. À côté d'Aubrey de Grey, qui est le chercheur anglophone le plus réputé, il y a aussi David Sinclair, qui a des objectifs je pense, assez proche des vôtres. Est-ce que vous êtes directement en contact? Quelles sont les divergences et les convergences avec votre travail? On n'a pas encore parlé, je pense, de ce pourquoi vous étiez vraiment totalement précurseur, c'est-à-dire la transformation de cellules de centenaire, le rajeunissement, entre guillemets, de cellules de centenaire. Voilà, et c'est probablement là qu'il y a le plus de convergence et peut-être là qu'il y a aussi des différences. Vous avez raison, quand j'ai débuté mon équipe de recherche sur le vieillissement, l'objectif était de rajeunir des cellules. Et la même année, quand j'ai commencé mon projet financé, Monsieur Yamanaka, le professeur Yamanaka, a démontré qu'il était possible, à partir d'une cellule adulte, avec un petit cocktail de gènes, de facteurs de reprogrammation, de la convertir en une cellule souche pluripotente de type embryonnaire avec toutes ses capacités.
ce qui veut dire auto-renouvellement infini et puis redifférenciation possible dans n'importe quel type cellulaire. Et donc, il a ouvert une porte gigantesque vers la thérapie cellulaire qui vise justement à corriger tout un ensemble de pathologies en injectant des cellules, là, dans ce cas, qui auraient été reprogrammées, mais qui sont des cellules du patient, et donc qui, en cas de greffe, il n'y aurait pas de rejet. Et donc, ça a lancé tout un ensemble d'équipes, de laboratoires dans le monde pour aller vers cette thérapie cellulaire. Et d'ailleurs, M. Yamanaka, pour sa découverte exceptionnelle, a eu en 2012 le prix Nobel de physiologie et de médecine. Alors, nous, ce qu'on a fait au niveau de mon équipe, c'est qu'on a essayé sa technologie avec ce groupe restreint de facteurs. Et puis, ça n'a pas fonctionné sur nos cellules sénescentes, qui était l'objectif. Et puis, sur des cellules vieillissantes très âgées, c'était très peu efficace. Et donc, on a dû trouver une stratégie parallèle, un peu différente, mais finalement, la base de départ était la même, sauf qu'on a rajouté 2 facteurs supplémentaires à ces 4 facteurs. Et avec 6 facteurs, on a donc réussi à franchir cette barrière de la sénescence et du vieillissement pour faire des cellules reprogrammées et surtout montrer qu'au passage, on avait effacé les marques du vieillissement et on était capable de redifférencier ces cellules en des cellules à la physiologie rajeunie. Donc ça a été le premier pas de mon équipe dans la recherche sur le vieillissement. Et puis ensuite, on s'est dit que peut-être qu'il n'était pas forcément nécessaire de passer vers cet état pluripotent pour rajeunir des cellules. Et donc, on a essayé de développer à la fois sur des modèles cellulaires et à la fois sur des modèles animaux, une nouvelle stratégie de reprogrammation qui est toujours basée sur la stratégie Yamanaka, mais qu'on a appelée la reprogrammation transitoire. C'est-à-dire qu'on ne va pas jusqu'à faire des cellules pluripotentes, on s'arrête avant. Mais on enclenche quand même un certain nombre de mécanismes qui sont enclenchés par ces facteurs de reprogrammation. Alors bien sûr, on n'a pas été les seuls à faire cette démarche-là. Il y a eu effectivement le laboratoire de Giuseppe Belmonte, il y a eu sur des modèles in vitro le laboratoire de Thomas Rando aussi, qui a montré qu'effectivement, on pouvait rajeunir des cellules in vitro avec cette stratégie-là. Giuseppe Belmonte a montré qu'on pouvait le faire in vivo chez l'animal. Et nous l'avons fait aussi chez l'animal, et nous avons pu montrer que, comme il l'avait fait, on peut gagner 30% de vie en bonne santé sur nos modèles animaux. Alors, on l'avait fait sur un modèle de vieillissement prématuré, parce que quand on travaille avec des souris, les souris vivent 3 ans, donc c'est un petit peu compliqué d'attendre 3 ans pour étudier la longévité. Donc, on a fait les expériences sur des modèles de vieillissement prématuré. Mais ce qu'on a pu aussi montrer, c'est que quand on lance une reprogrammation transitoire, une seule fois dans la vie de la souris, très tôt, à 2 mois, ce qui correspond à peu près chez cet animal au début de l'âge adulte, et qu'on regarde à 8 mois, 8-9 mois chez l'animal, ce qui correspond à peu près 80 ans chez l'homme, on s'aperçoit qu'on a amélioré, diminué l'ostéoporose, diminuer l'arthrose, on a diminué la fibrose dans tout un ensemble d'organes. On gagne, dans ce cas-là, juste avec une seule fois très tôt dans la vie, 15% de vie en bonne santé. Et puis, on améliore l'ensemble de la structuration, de la microarchitecture de tous les tissus. Donc, on sait que cette reprogrammation fonctionne, qu'on peut l'appliquer. D'ailleurs, on l'a fait aussi sur des modèles de souris qui n'étaient pas des modèles de vieillissement prématuré. Et donc, une seule fois très tôt dans la vie, mais là, toujours à 2 mois, mais là, on a regardé chez l'animal en fin de vie, c'est-à-dire qu'on a regardé sa longévité, et là aussi, on augmente la longévité chez l'animal. Et donc, on sait qu'une seule stratégie, une seule reprogrammation suffit à améliorer la longévité et de retarder les pathologies liées à l'âge. Ce qu'a fait David Sinclair, lui, il a regardé si on pouvait l'effectuer aussi, cette reprogrammation, mais dans le cas pour restaurer la vision, pour voir si régénérer le nerf optique était possible lorsqu'il était endommagé. Et donc, il a fait cette reprogrammation transitoire, je crois avec des adénovirus cette fois,
qui exprime les facteurs de reprogrammation. Il a montré qu'effectivement, on pouvait restaurer la vision avec cette stratégie justement de reprogrammation. Alors là, et il a d'ailleurs vérifié que les cellules qui étaient produites avaient été aussi rajeunies lorsqu'il faisait cette stratégie de reprogrammation. Alors, il y a eu d'autres approches de d'autres laboratoires. Hein. Par exemple, Giuseppe Belmonte avait montré que si on endommage le muscle, on peut le régénérer. Si on endommage le pancréas, on peut le régénérer aussi avec une reprogrammation transitoire. Et puis, Manuel Serrano aussi a montré des approches similaires sur quelques tissus. Mais à chaque fois, on s'aperçoit qu'on lance une reprogrammation épigénétique qui a tendance à aller vers un rajeunissement. Et donc, finalement, la conclusion de ça, c'est que si on utilise cette stratégie-là, et peut-être si on utilise aussi la stratégie des sénolytiques pour contrecarrer le vieillissement, on s'aperçoit que les tissus qui sont issus de cette reprogrammation ou de la suppression des cellules sénescentes ont probablement une physiologie rajeunie. Donc, quand on dit qu'on met en place des stratégies pour retarder le vieillissement, finalement, paradoxalement, si on veut vivre plus longtemps en bonne santé, probablement qu'il faudra qu'on ait rajeuni nos cellules et nos tissus. Donc, ce que je mets un petit peu dans mon livre, c'est que finalement, ce qu'on va faire, c'est qu'on va vieillir plus jeune et mourir peut-être en bonne santé. C'est un peu l'objectif, je dirais. Ouais, ça, moi, je signe tout de suite, en tout cas. Est-ce qu'il n'y a pas, enfin, j'ai déjà entendu que, d'ailleurs, on avait discuté avec Aubrey sur ce podcast et on lui a donc, voilà, demandé ce qu'il pensait de la reprogrammation cellulaire et il est évidemment excité par toutes les découvertes faites récemment, mais il se a souligné qu'il y avait potentiellement des risques de développer des cancers avec une technique similaire. Enfin, après, j'imagine qu'en reprogrammant une cellule pour la faire redevenir pluripotente, est-ce qu'il n'y a pas un risque d'avoir des cancers plus importants, plus fréquents ou pas? Alors ça c'était vrai sur les cellules pluripotentes et la reprogrammation en IPS, hein, Induced Pluripotent Stem Cell. C'était vrai au début. C'était vrai au début, pourquoi? Parce que finalement, on utilisait des vecteurs à l'époque qui s'intégraient dans le génome. Et donc, intégrer quelque chose dans le génome, c'est toujours délicat. Et puis, on redonnait une capacité, effectivement, d'auto-renouvellement infini aux cellules. Mais assez vite, il y a tout un ensemble de stratégies de reprogrammation qui se sont mis en place et qui étaient beaucoup plus safe. Et donc, avec un risque qui était quasiment nul de développer des cancers sur les cellules qui sont différenciées de ces IPS. Attention. Par contre, les nouvelles stratégies de reprogrammation transitoire, on ne va pas à cet état pluripotent. Et donc, on sait que le risque est encore moindre parce que effectivement, même si on reprogramme notre cellule, eh bien, la reprogrammation est transitoire. C'est-à-dire que tous les facteurs de reprogrammation, souvent véhiculés par des ARN, disparaissent une fois que la cellule a été reprogrammée. Et d'ailleurs, sur des modèles animaux de reprogrammation transitoire, eh bien, on n'a pas de plus de tumeurs qui apparaissent avec l'âge chez ces animaux. Sauf si, bien sûr, sur des modèles expérimentaux, on veut aller plus loin et faire comme l'avait fait Manuel Serrano, fabriquer des cellules pluripotentes chez l'animal en poussant la reprogrammation à l'extrême jusqu'à l'état pluripotent. Là, oui, mais ça, c'est un modèle de recherche. Sur la reprogrammation transitoire, le risque est quasi absent. Et on a aussi discuté il y a quelques temps maintenant avec Miroslav Radman, que vous connaissez sûrement, qui est donc aussi un chercheur français qui donc travaille sur le vieillesse. Et alors, il a une approche un peu différente, il me semble, qui se concentre sur plus les protéines liées au vieillissement. Est-ce que c'est une voie complémentaire selon vous? Oui, bien sûr. Alors, Miroslav Radman pense que l'oxydation est la cause première du vieillissement. Et donc, les conséquences de cette oxydation, c'est d'altérer les protéines. Les protéines sont, à l'issue d'oxydation, sont carbonylées
Et donc, on sait qu'elles fonctionnent beaucoup moins bien, ces protéines, une fois carbonylées, et que quand on carbonyle des protéines qui sont éventuellement susceptibles de réparer des endommagements sur le génome, etc., c'est probablement beaucoup moins fidèle. Et donc, détruire ces protéines, c'est important si on veut effectivement empêcher ces endommagements de devenir trop importants. Alors, on parlait tout à l'heure de l'autophagie. Justement, c'est un mécanisme intime de la cellule qui permet de dégrader ces protéines, de les supprimer. Alors, peut-être que stimuler l'autophagie, eh bien, c'est un bon moyen. On le sait, par exemple, lorsqu'on fait de l'exercice physique, on va stimuler l'autophagie. Et donc, typiquement, oui, c'est une approche complémentaire qu'il ne faut pas mettre de côté, d'autant que probablement, c'est des approches assez immédiates et de dégrader ces facteurs qui sont endommagés par l'oxydation, par exemple. Et donc, stimuler l'autophagie, effectivement, c'est tout à fait complémentaire. Et le jeûne aussi, il me semble que ça stimule. Oui, c'est ça, le jeûne intermittent, le jeûne même, ce sont des approches qui vont stimuler l'autophagie et qui vont permettre une meilleure physiologie de nos cellules parce qu'on va avoir tendance à supprimer tout un ensemble de facteurs altérés, même des vous savez, mitochondries qui sont ces petites usines à fabriquer l'énergie de nos cellules. Eh bien, quand elles sont altérées, elles vont avoir tendance à faire beaucoup plus de radicaux oxydants. Et justement, stimuler l'autophagie permet aussi de détruire ces mitochondries qui sont altérées et qui fonctionnent beaucoup moins bien et qui sont susceptibles de créer des radicaux oxydants. Donc, on a des mécanismes qui permettent de le faire au niveau de nos cellules, et stimuler ces mécanismes, effectivement, c'est une bonne stratégie. De manière globale, pour toutes les problématiques de vieillissement, je reviens un peu sur ma première question. J'ai toujours trouvé vraiment étrange qu'il n'y a à ce jour pas un seul organisme public au monde relatif à la santé qui ait pour objectif explicite de lutter contre le vieillissement, lutter contre les maladies du vieillissement, même ralentir le vieillissement. Pour lutter contre les maladies du vieillissement, si, il y a beaucoup de financements qui permettent de lutter contre les maladies du vieillissement. Mais là où je vous suis, c'est qu'effectivement, il n'y a pas pas comme but explicite, disons, c'est ça que je... Voilà, on n'a pas vraiment de financement pour contrecarrer le vieillissement. On s'adresse toujours à une pathologie liée à l'âge. C'est pour ça que je pense que, et j'ai écrit ce livre aussi pour ça, pour essayer de faire comprendre que le vieillissement, ça pourrait être une maladie et que c'est ça qu'on peut traiter et qu'on devrait traiter. Et bien sûr, tant que ça n'est pas considéré comme une maladie, eh bien, on va pas le traiter. Parce qu'aujourd'hui, on traite les pathologies quand elles sont là avec des symptômes. Et quand on vieillit, on n'a pas forcément de symptômes. Par contre, sur une vraie médecine de la longévité, ce qu'il faudrait mettre en place dans un premier temps, c'est de évaluer le vieillissement. Et typiquement, je pense que c'est la première étape à mettre en place. On sait aujourd'hui qu'on peut, par une simple prise de sang, mesurer l'âge physiologique. Alors, il y a plusieurs paramètres qui sont étudiés, notamment la déprogrammation sur nos cellules sanguines. Les marques de méthylation, ça nous permet d'évaluer l'âge physiologique d'un individu. Il y a aussi les télomères, il y a les facteurs protéiques circulants. Donc, en fait, combiner tout ça permettrait d'avoir un test assez fiable de l'âge physiologique d'un individu. Si vous avez 50 ans et que lorsque vous mesurez votre âge physiologique parce que vous avez été très actif au niveau sportif, que vous avez une alimentation et puis que vous avez une bonne génétique aussi, peut-être vous avez 40 ans. Et dans ce cas-là, on ne va pas commencer à traiter quelqu'un à 40 ans. Par contre, si vous en avez déjà 60, alors que votre âge chronologique dit que vous en avez 50, peut-être que là, il faut s'inquiéter et peut-être commencer à envisager de faire quelque chose qui va prévenir l'apparition de pathologies liées à l'âge. Donc, je pense que ça, c'est un des points initiaux. Si on veut considérer que la vieillesse soit considérée comme une maladie, c'est d'avoir des paramètres fiables, des biomarqueurs fiables pour l'évaluer. Ça, c'est à mon avis la première chose.
Ceci étant, moi, ce que je trouve à la fois à la fois fascinant et un peu déprimant, c'est que alors que nous avons progressé dans toutes sortes de domaines technologiques et dans toutes sortes de domaines de santé, finalement, pour ce qui est de la durée de vie maximale, ça n'a quasiment pas bougé depuis plus de 2000 ans, hein, puisque la première personne qui a atteint l'âge de 100 ans, c'était Terentia, la veuve, de manière certaine, Terentia, la veuve de Cicéron, morte en l'an 6 après Jésus-Christ à 103 ou 104 ans. Et puis aujourd'hui, la personne la plus âgée au monde, elle n'a encore entre guillemets, 119 ans. Donc, et on sait que Jeanne Calment en avait atteint 122. Alors, moi, je reviens un peu sur ma première question. Comment convaincre au niveau de l'Union européenne ou au niveau de la France ou au niveau même du monde de changer de paradigme, d'aller vraiment dans cette direction-là, dépasser nos limites biologiques, pour utiliser le terme d'un livre de Miroslav Radman. Je pense qu'il faut multiplier les initiatives pour qu'on puisse vraiment considérer la vieillesse comme une maladie. Alors, aux États-Unis, par exemple, il y a Nir Barzilai qui a mis en place un programme, le programme TAM, qui est un programme qui va mettre en place une cohorte, qui met en place une cohorte de 3000 individus vieillissants, hein, mais sans pathologie liée à l'âge, et qui vont être traités avec de la metformine, qui est un médicament qui au départ était utilisé pour le diabète. Et puis on s'est rendu compte que les gens qui prenaient ce médicament avaient moins de cancer. Et puis on s'est aussi rendu compte que sur des modèles animaux, on gagnait de l'espérance de vie en bonne santé. Et le mécanisme, c'est probablement, il mime un petit peu, il enclenche des mécanismes qui miment la restriction calorique. Et donc, donner ce médicament à des individus qui n'ont pas de maladie, c'était un vrai challenge aux États-Unis. Et de convaincre la FDA de le faire, ça a été un vrai challenge. Mais en tout cas, c'est le cas. Et ce programme est lancé sur 6 ans. Et donc, vont être évalués ces patients au fil du temps et de voir en quoi leurs paramètres physiologiques sont améliorés et qu'on retarde l'apparition de pathologies liées à l'âge. Donc ça, c'est une initiative, mais je pense qu'il faut multiplier les initiatives tant qu'on peut le faire pour qu'on puisse considérer la vieillesse comme une maladie. Sur vos propres recherches, quelles sont la suite? Qu'est-ce qui est programmé? Comment vous voulez pousser un peu plus loin encore ce que vous faites avec la reprogrammation cellulaire? Alors, ce qu'on fait, quand j'ai démarré mon équipe, je ciblais sénescence et cellules âgées, vieillissantes, déprogrammées. Je vais continuer. Donc, on essaie de trouver des stratégies sénolytiques, des petites molécules. Alors, il n'y a pas que les sénolytiques, c'est-à-dire la cellule sénescente, on peut essayer d'utiliser d'une façon plus globale des sénothérapies. Les sénothérapies, ça peut être aussi des molécules, utiliser des molécules qui vont faire que la cellule sénescente devienne moins délétère pour le tissu, l'environnement, sans qu'on soit forcément obligé de la détruire, parce qu'il y a un certain nombre de molécules sénolytiques qui sont très spécifiques de tel type de cellules sénescentes et pas forcément de toutes. Donc, de trouver des molécules qui permettent aussi d'empêcher que les cellules sénescentes soient trop dommageantes pour le tissu, c'est une approche aussi de sénothérapie. Et puis ensuite, la reprogrammation, oui, on va vraiment poursuivre cet aspect-là parce qu'on veut pouvoir passer à l'homme. Maintenant qu'on sait que ça fonctionne chez la souris, qu'on a des modèles précliniques, eh bien, il va falloir trouver des stratégies pour véhiculer ces facteurs de reprogrammation de façon sûre chez l'individu. Et puis démarrer, on va pas reprogrammer l'individu dans son ensemble dans un premier temps, bien évidemment, mais on va essayer de cibler un certain nombre de tissus spécifiquement et puis d'essayer de voir le bénéfice immédiat de ces reprogrammations. Alors peut-être que ça se fera
en partie en académique et peut-être avec une start-up. Voilà, pour l'instant, c'est pas encore clairement défini, mais le focus, il est là, c'est naissance des programmations de notre génome. Pour tout ce qui est des progrès dans ces domaines-là, on a parlé à certains moments d'expérimentation sur des souris et sur des rats, puisque c'est le modèle animal de toujours. Oui. Il me semble que les expérimentations relatives à la longévité de ces dernières années, c'est une chose qui me frappe, se font très souvent, assez paradoxalement, sans mesurer réellement la durée de vie des animaux, c'est-à-dire sans les laisser, entre guillemets, mourir de vieillesse, parce que les souris, elles sont sacrifiées assez peu de temps après le traitement pour voir si leurs indicateurs biologiques sont meilleurs que ceux d'un groupe témoin, ce qui est tout à fait logique dans le cadre de la recherche. Mais on ne va pas jusqu'au bout et on ne vérifie pas, on ne prend pas une partie du groupe témoin, par exemple, une partie du groupe témoin et une partie du groupe traité pour voir combien de temps il va vivre. Ça m'a frappé pour les sénolytiques, ça m'a frappé pour les produits liés à la circulation sanguine. Je ne sais pas ce qu'il en est. Enfin, vous, c'est plutôt des expériences in vivo, mais in vitro, pardon. Est-ce que vous ne pensez pas que cette évolution est regrettable, je dirais même, parce que pour mesurer l'espérance de vie, il n'y a logiquement pas mieux que de mesurer l'espérance de vie. Voilà. Oui, mais alors, effectivement, vous avez raison, c'est que, en fait, alors, sur la reprogrammation transitoire, à la fois le laboratoire de Giuseppe Belmonte et à la fois le nôtre avons laisser les animaux vieillir et nous avons fait une vraie étude de longévité aussi bien sur du vieillissement prématuré avec la reprogrammation transitoire que sur du vieillissement physiologique. Et donc, c'est pour ça qu'on a vu qu'on gagnait de l'espérance de vie chez ces animaux en bonne santé. Mais ça n'est pas fait systématiquement, c'est vrai, parce qu'en fait, les questions parfois qui sont posées n'ont pas besoin de regarder si l'animal vit plus longtemps, d'autant que, par exemple, pour la reprogrammation transitoire, c'est déjà fait. Donc, à partir du moment où ça a été déjà fait, on se dit que repartir sur 3 ans et plus pour voir les conséquences de l'expérience, c'est souvent assez compliqué à mettre en place dans les laboratoires parce que ça veut dire que les personnes suivent le programme pendant 3 ans. Et c'est souvent un étudiant en thèse, il est là 3 ans, un postdoc, il est là 3 ans, vous voyez. Donc finalement, c'est assez dur de mettre, c'est surtout difficile de le mettre en place dans une durée qui est quand même assez longue. Par contre, pourquoi on sacrifie les animaux? C'est parce qu'on veut voir souvent le bénéfice immédiat de la reprogrammation ou du sénolytique et de voir l'impact sur le tissu. Et c'est vrai que si on ne le fait pas de façon immédiate, au fil du temps, le vieillissement peut reprendre le dessus et éventuellement effacer un petit peu l'effet immédiat et on a ensuite du mal à identifier quels sont les mécanismes qui ont été mis en jeu. Donc souvent, et en fonction de la question posée, de l'objectif de l'expérience, on va plutôt sacrifier l'animal pour aller regarder ce qui se passe de façon immédiate. Mais il y a quand même des initiatives qui regardent l'impact sur la longévité. Ça a été le cas, par exemple, pour la metformine aussi. La restriction calorique, on a regardé effectivement la longévité de ces animaux et même on l'a fait sur des primates. Et donc, c'était une durée de vie qui était quand même assez longue. Donc, ça a quand même été assez bien exploré. Ça ne l'est pas systématiquement. Oui. J'entends bien la réponse et moi, ça m'a frappé, je dirais, sur ces dernières années, parce que ça fait quand même pas mal d'années maintenant que je suis ça. Et ça m'a notamment frappé pour les sénolytiques, où je pense qu'il n'y a quasiment pas d'expérience, alors que là, on ne connaît quand même pas encore très bien les effets. Voilà. Mais bon. Oui, alors, c'est vrai, les sénolytiques, ça avait été fait sur une souris transgénique au départ. Et à la fois sur une souris qui était vieillissement prématuré à nouveau et vieillissement physiologique, où là, les cellules sénescentes ont été détruites, mais par une voie qui était une voie génétique, je dirais, parce que la souris était transgénique et ils ont regardé la longévité dans les 2 cas et dans le cas du vieillissement physiologique, c'était 30% de vie en bonne santé supplémentaire. C'est vrai qu'après, quand les études ont été faites sur les sénolytiques, sur les molécules qui miment, ça l'a été un peu moins. Je crois que ça l'a été quand même fait pour la
pour la ficétine, me semble-t-il, sur la longévité. Mais effectivement, systématiquement, en fait, on essaie d'aller un peu vite, je pense, aujourd'hui, et peut-être qu'on regarde un peu l'effet immédiat pour savoir si c'est fonctionnel, parce qu'il y a énormément de petites molécules qui sont à laisser pour leur activité sénolytique. Si on fait un peu d'anticipation, comment vous voyez la situation, je ne sais pas, dans plusieurs décennies, lorsque le vieillissement sera, entre guillemets, sous contrôle de l'humanité? Est-ce qu'une personne ira dans un centre spécialisé une fois par an pour un traitement, un peu comme aller chez le dentiste, par exemple, ou alors ce sera à base d'un régime de pilules ou médicaments à ingérer tous les jours, comme les sénolytiques, par exemple? Alors ça, je pense que ça peut être multiple et c'est difficile de présager de ce qui se fera. Je pense qu'en tout cas, les personnes s'évalueront. Ils évalueront leur âge physiologique assez régulièrement. Et puis, moi, je verrais bien justement quelque chose qui dure pratiquement toute la vie, c'est-à-dire évaluer lorsqu'on commence à vieillir, bien sûr, mais une vraie prise en charge très tôt, avec une alimentation, avec des programmes d'exercice physique tout au long de la vie, et puis cette évaluation régulière, parce que finalement, si on évalue et qu'on fait de la prévention dans un premier temps, on n'a pas forcément besoin de traiter. Si les personnes vieillissent en bonne santé, peut-être que pour elles, en tout cas, c'est suffisant. Elles n'ont pas forcément envie d'être plus jeunes à certains moments. Ça dépend aussi. Il y a tout un aspect psychique, psychologique qu'il faut tenir en compte. Et par contre, si effectivement on s'aperçoit que en évaluant, eh bien parce que la génétique, parce que le mode de vie n'est pas forcément adapté à une longévité en bonne santé tardive, eh bien peut-être que oui, il y aura un certain nombre de traitements qui seront peut-être pris, bien sûr sous prescription médicale, puisque ça voudra dire qu'on aura considéré la vieillesse comme une maladie et que la médecine s'en sera emparée. Et donc, typiquement, oui, peut-être des petites molécules sénolytiques, peut-être d'autres stratégies de reprogrammation qui pourraient être adaptées, parce que finalement, on sait aujourd'hui qu'on peut reprogrammer avec des techniques en ciblant, vous savez, on parlait de la technique CRISPR-Cas9. Aujourd'hui, il y a CRISPR et d'autres Cas, et on peut aussi activer spécifiquement certains gènes. Donc, on peut activer éventuellement certains facteurs de reprogrammation de façon transitoire, et puis finalement déclencher une reprogrammation transitoire d'un certain nombre de cellules. Donc, peut-être même que, et on ne l'a pas encore exploré, peut-être même que l'alimentation pourrait avoir ce rôle-là. Donc, typiquement, il y a vraiment une porte ouverte vers plein de stratégies qui pourront se mettre en place. Et puis, se mettront en place probablement certaines stratégies qui pourront être prises en charge par la médecine. Parce que sinon, effectivement, tout le monde peut prendre un complément alimentaire, mais aujourd'hui, on ne sait pas trop ce que ça fait. Hein. Donc, il faut quand même que tout ça soit bien réglementé. Mais l'étape première, c'est que la vieillesse soit une maladie, je pense. Comme nous commençons à approcher la fin de cette interview, une des dernières questions, c'est, vous connaissez très probablement le concept je dirais, créé par Aubrey de Grey de Longevity Escape Velocity, donc le fait qu'à un certain moment, nous pourrions gagner 1 an d'espérance de vie par année et donc ne plus mourir de maladies liées au vieillissement. Une question peut-être un peu polémique, mais vous dites toujours que le but, c'est je dirais, enfin oui, vous employez parfois ce terme mourir en bonne santé, mais finalement, si les avancées, grâce à des gens comme vous, permettent de mettre fin aux maladies liées au vieillissement, permettent vraiment un rajeunissement sans limitation de durée, qu'est-ce qui nous ferait mourir et pourquoi est-ce qu'on mourrait on continuerait à mourir de vieillissement? Pour moi, ça, c'est vraiment une sorte une chose que je ne saisis pas dans votre raisonnement, c'est donc guérir la vieillesse, mais si on guérit la vieillesse, alors on ne va pas mourir de vieillesse. En fait, malgré tout, le vieillissement est un processus biologique, du vieillissement de nos cellules. Donc, finalement, les stratégies dont nous avons parlé vont soit
diminuer le vieillissement de nos cellules, soit on va les rajeunir et rajeunir nos tissus pendant le traitement. Mais le vieillissement de nos cellules est quand même inéluctable. Donc, ce qui veut dire que globalement, même si de façon préventive ou de façon curative à certains moments, eh bien, on va traiter pour rajeunir nos tissus, échapper au vieillissement totalement, je pense que ce sera très compliqué. C'est pour ça que je dis vieillir jeune, plus jeune, et mourir en bonne santé, parce que je pense que inéluctablement, nos cellules, nos tissus, à un moment, vont quand même soit être à un point ultime, soit, et là peut-être effectivement mourir, même si on est encore en bonne santé. Donc j'ai du mal à envisager, parce que le vieillissement est un mécanisme biologique qui est quand même inéluctable au niveau de nos cellules. J'ai du mal à imaginer qu'on puisse complètement éradiquer le vieillissement, échapper complètement au vieillissement, même si on peut le rendre négligeable et finalement être plus jeune, plus longtemps. Mais j'ai du mal à imaginer qu'il n'y ait pas de fin. Voilà. Mais peut-être pour encore continuer là-dessus, c'est pour ça que je veux dire, si nous arrivons à ralentir considérablement le vieillissement, aussi nous aurons beaucoup plus de temps pour faire des nouvelles découvertes. Oui, peut-être. À ce moment-là, c'est l'idée, c'est cette idée-là qui, voilà. Mais bon, peut-être. Nous verrons ou pas. C'est ça. En attendant, c'est vrai que l'objectif, et on a aujourd'hui à la fois des preuves scientifiques et des stratégies pour retarder au maximum le vieillissement et surtout vivre plus jeune, plus longtemps, et donc en meilleure santé. Donc, effectivement, l'enjeu, il est là, et je pense qu'il est presque immédiat. C'est-à-dire qu'on peut tout de suite envisager ce genre de développement. Alors, je sais qu'il y a beaucoup de chercheurs qui évitent de faire des prédictions, et c'est normal, puisque c'est difficile de voir un peu l'avenir, et il faut être prudent. Mais je vais quand même vous demander quand est-ce qu'on peut espérer bénéficier des premiers traitements de rajeunissement. Pour ce qui est des sénolytiques, il y a un certain nombre d'essais déjà aux États-Unis avec beaucoup de molécules différentes et sur un grand nombre de pathologies liées à l'âge différentes. Bien sûr, il faut montrer qu'il y a un effet sur ces maladies. Sauf que, vous l'avez compris, lorsque la maladie est là, les cellules sénescentes ont déjà fait pas mal de dégâts dans les tissus. Et donc, traiter alors que la maladie est déjà là, alors il y a un bénéfice, certes, mais ce n'est pas un bénéfice dramatique, optimum, etc. Donc, mais c'est un préliminaire, c'est-à-dire qu'il faut effectivement montrer qu'il y a un effet. Mais ensuite, probablement que ces molécules, eh bien, elles pourront être prises en prévention. Et parce qu'on s'aperçoit, qu'on évalue que, effectivement, vous avez beaucoup de cellules sénescentes, il y a un effet assez dramatique qui est en train de se mettre en place sur les tissus et que peut-être qu'il faut traiter. Mais à nouveau, on en revient toujours au même point, c'est la vieillesse, est-ce qu'elle est considérée comme une maladie, et est-ce qu'on a évalué effectivement le vieillissement de façon précise. Et voilà, c'est deux choses qui… les molécules sont déjà là, ils sont en exploration chez l'homme pour certaines pathologies, pas forcément pour le vieillissement d'une façon générale, mais on n'en est pas si loin que ça. Ça, je pense que les sénolytiques, on n'est pas très loin de mettre en place quelque chose. La metformine, je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a un essai avec l'initiative TAM, donc on n'est pas très loin non plus, je pense. Après la reprogrammation, probablement que ça peut prendre un petit peu plus de temps parce qu'il faut déjà montrer l'effet sur un tissu, un peu comme on le fait avec les sénolytiques aujourd'hui, sur une pathologie, etc. Donc, je pense qu'on touche quand même à une nouvelle médecine, là, sur une médecine de la longévité, oui. Une petite d'abord remarque en ce qui concerne l'essai sur la metformine, ça fait quand même déjà longtemps que c'est annoncé et malheureusement ça n'est pas encore commencé, mais avec ce qui se passe via Altops Labs, notamment, je pense qu'on peut effectivement être optimiste sur des choses qui vont s'accélérer. Avant de
de terminer cette conversation passionnante et que j'aurais aimé que nous aurions aimé prolonger encore, mais nous n'avons pas le temps. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous n'avez pas eu le temps de dire et pour ceux qui veulent aller plus loin, est-ce que vous avez un site internet à conseiller, soit que vous gérez, soit que vous considérez comme fort utile? En fait, si j'ai écrit ce livre, c'est effectivement pour qu'il soit accessible et que les informations dans ce domaine de recherche soient accessibles. Et donc, je l'ai même pour les étudiants et autres, je l'ai même référencé avec les références scientifiques en anglais, etc. Donc, mais il y a tout un aspect de vulgarisation. Et quelque chose que vous avez oublié? Non. Que nous n'avons pas, une question que nous aurions dû poser plutôt et que nous n'avons pas posée. Non, je milite aujourd'hui pour ça, pour que la vieillesse soit considérée comme une maladie et que des financements type Altos Lab arrivent en France, en Europe, pour qu'on puisse réellement progresser, parce que les personnes qui participent à Altos Lab, bien évidemment, leurs laboratoires qui sont déjà dans le domaine vont progresser énormément. Et donc, c'est pour le bien de tous. Hein. Faut pas, même si certaines personnes vont critiquer que effectivement les milliardaires vont mettre de l'argent pour des projets comme ça, etc. Mais à la fin, c'est pour éviter que la vieillesse soit dramatique, parce que autant elle l'est pas pour un certain nombre de personnes. Hein. Beaucoup de personnes vieillissent, je dirais, en bonne santé, et puis voilà, vont à un âge avancé sans pathologie. Hein. On voit ces familles de centenaires hein, pour qui vivre jusqu'à plus de 100 ans, eh bien, pratiquement se transmet de génération en génération. Et c'est pas le cas pour tout le monde. Et donc, je pense que ce genre de démarche, de gros financements, eh bien, sont plutôt positifs et c'est à la fin pour le bien de tous. Vous retrouverez le livre de Jean-Marc Lemaître dans la description. Merci encore à vous d'avoir suivi cette conversation jusqu'au bout. On se retrouve pour un prochain épisode très rapidement. À bientôt. Le podcast Humain demain.